Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Amy. Salut Mélo, comment tu vas? Oui, ça va bien et toi? Ça va, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'en fait, on va enfin parler de contraception dans ce podcast. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a commencé à parler du projet de podcast l'année dernière, je crois que c'est un des premiers sujets que j'avais mis sur la table. Je voulais absolument en parler. Oui, c'est vrai. Ouais, et ça fait 1 an maintenant, parce que quand on avait commencé ce podcast, c'était en mars 2021. Ouais. Et bien, c'est une super idée parce que la contraception, la charge contraceptive, c'est un vrai sujet à s'emparer et à analyser d'un point de vue féministe pour remettre en perspective ce qu'on pense qui va de soi et qu'au final, pas du tout. Ouais, mais tellement. En fait, c'est une source de domination patriarcale qui est tellement immense. Mais en fait, en parallèle, elle est tellement normalisée que la majorité d'entre nous, on voit même pas le problème, on voit même pas la relation de domination qu'il y a dans le sujet de la sexualité forcément, mais aussi et surtout presque de la contraception. Et je pense vraiment que si ça me tient à cœur à ce point-là, c'est parce qu'au fond de moi, j'ai toujours senti qu'il y avait un peu anguille sous roche. Mais j'avais vraiment jamais réussi à mettre le doigt sur le problème, en fait. Personne n'en parle. Je sais pas si tu remarques à quel point c'est une vraie omerta. Ouais, complètement. Toute cette histoire de contraception. Et vraiment, ouais, je me rappelle, vers l'âge de, je dirais 15-16 ans, avec mes copines, on commençait toutes à prendre la pilule, à vouloir un contraceptif, etc. Et en fait, déjà à ce moment-là, je remarque que c'était une initiative qui était personnelle. On était peu à être accompagnés de notre petit copain pour aller chez le gynécologue, pour prendre le rendez-vous, etc. Ah ouais. Alors, en général, après, en plus, on finissait toutes avec la pilule. Ça, c'est un autre problème, on va en reparler. À l'époque, c'était quasiment la seule option. Mais c'est vrai que, donc, on prenait le rendez-vous nous-mêmes. Donc, on prenait l'initiative, on prenait le rendez-vous. On payait le contraceptif de notre propre poche. En tout cas, pour la plupart d'entre nous. Et ouais, vraiment, je me rappelle avoir cette espèce de sentiment de me dire, mais il y a un truc qui ne va pas. Sauf que voilà, avec l'omerta, avec le fait que personne n'en parlait, j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et maintenant, des années plus tard, avec le recul, en fait, je me rends compte que c'est simplement les bases de la charge contraceptive. Et que putain, la charge mentale dans le couple, en fait, ça commence dès que t'as 15 ans. Ouais, mais en fait, ça commence dès que t'es en couple. Oui, alors voilà, oui, voilà, oui, non mais c'est ça, ouais. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais. Dès que t'es en couple un peu sérieux, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi c'est la même chose, hein, je me souviens, c'était vraiment genre, voilà, j'ai un mec, il faut que j'aille chez le gynécologue pour avoir la pilule. Ouais. Et la responsabilité de la contraception, c'était vraiment sur nous les meufs. Et moi de mon côté, par contre, j'ai toujours fait payer la moitié du prix de la pilule à mon copain, enfin, toujours. Je suis pas sûre, le premier, je crois pas. En fait, maintenant que j'y réfléchis, je crois que le premier, non. Mais mon deuxième copain, là, j'ai fait payer parce que je trouvais que c'était pas juste, que je doive la payer toute seule et qu'on était deux à en profiter, en fait. Et puis, je la payais avec mon argent de poche et ça coûtait hyper cher. Et puis, du coup, il y avait pas moyen que moi qui paye ça, quoi. Ouais. Non, mais franchement, t'as tout à fait raison. Moi, j'y pensais ce matin, mon premier copain, il était plus âgé, j'arrive pas à savoir si c'était 4 ou 5 ans de plus, mais il était vraiment, vraiment plus âgé. Moi, j'étais en apprentissage, lui, il avait un boulot, et en fait, je réfléchissais ce matin, je me suis dit, mais je pense que déjà, la conversation, le plus loin que ça a été, c'est, est-ce que tu prends la pilule? Genre, je couvre mes bases, je couvre mes arrières et tout. Ouais. Mais jamais il aurait proposé de payer lui une partie, alors que lui... incroyable, hein. Ouais. Alors que moi, la pilule que je prenais à l'époque, c'était, je vais pas donner la marque, mais elle coûtait 20 balles la plaquette. Ouais. C'était ultra, après, ultra, je prenais cher. un générique pour que ce soit moins cher. Mais c'était incroyablement cher. Mais c'était hyper cher. Et c'est marrant quand tu dis ça, parce que ça me fait penser, j'avais une copine qui m'avait dit qu'elle faisait ça aussi. Et en fait, d'un côté, je me souviens avoir été là. Mais oui, mais elle a trop raison et tout. Mais en même temps, il y avait une petite part de moi, et ça, c'est vraiment la misogynie intégrée, socio-culturelle, etc., où je me disais, oui, mais enfin bon... s'il y a un problème de contraceptif, c'est quand même elle qui va gérer les conséquences. Donc finalement, c'est quand même elle d'assumer le coup, quoi. Je trouve que c'est juste super intéressant de voir de manière personnelle à quel point j'ai fait du chemin. Et... Oui, comment on a changé, Ouais, non, c'est ça, ouais. Et vraiment aussi à quel point la contraception, ça a été... Et alors, un peu moins maintenant, j'ai l'impression que les choses, elles évoluent, mais c'est quand même toujours majoritairement une affaire de bonne femme, entre guillemets. Alors que
spoiler alerte, hein, si vous n'êtes pas assis chez vous, asseyez-vous, je vais vous dire un truc, vous ne le savez pas. Mais il faut être deux pour faire un enfant ou lancer une grossesse, quoi. C'est pas un truc qui se fait toute seule, hein. On n'est pas autoreproductrice pour l'instant, quoi. Ouais. Mais à cause de ça, justement, parce que c'est nous qui porterions les conséquences probables d'un problème ou d'une absence de contraception, une grossesse, et du coup, voilà, la décision d'avoir un enfant ou un avortement, je remarque que malgré ça, on va dire, dans les couples, ou à cause de ça, je ne sais même pas vraiment, dans les couples, c'est plus ou moins un non-sujet. C'est ce que je disais avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Encore une fois, peut-être maintenant ça change un peu, mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément de base un sujet qui soit facilement abordé, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de... On se met en couple, tu utilises des préservatifs pour te protéger les deux partenaires des maladies, etc. Et puis au bout de quelques temps, quand ça devient sérieux, il y a les tests, etc. On se débarrasse du préservatif. Et ensuite, c'est vraiment pilule, anneau, stérilet pour madame. J'ai l'impression que les hommes, c'est vraiment des grands absents de la contraception et de la discussion de la contraception dans les couples. Ouais, et du coup, ça mène à la charge contraceptive. Ouais. Et du coup, la charge contraceptive, elle s'articule, si on peut dire, autour de 4 piliers. Hein. Il y a c'est le choix de la contraception. Quelle contraception est adaptée à mon couple, à ma sexualité, à mon corps. Il y a le financement de la contraception et tout ce qui l'entoure, comme on disait avant, les rendez-vous médicaux, les médicaments contre les effets secondaires, tout ça. La gestion... Ça, on n'y pense pas, pardon. Ça, on y pense peu aussi. Il n'y a pas que les 20 balles de pilules par mois, etc. Il y a aussi, comme tu dis, les rendez-vous médicaux, tout ce qui est les effets secondaires. Ouais, mais c'est vrai, en fait. Tu vois, qui c'est qui paye la consulte d'aller chez le gynéco pour se faire prescrire la pilule, tu vois? Ouais. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et parce c'est la même chose. Puis en plus, en Suisse, c'est pas remboursé, la pilule. En France, je sais qu'elle est remboursée par la Sécu, mais en Suisse, elle n'est pas remboursée. Donc, si tu mets ça bout à bout, ça reste une inégalité. Et on en parlait dans un de nos épisodes où tu parlais, Malo, de la domination aussi au niveau pécuniaire, donc la domination de l'argent économique, ouais. Et ça, c'en est aussi un point important. Ouais, exactement, oui. Et tu vois, ça me fait penser, parce qu'on va en parler après de l'avortement, mais typiquement, le coût d'un avortement, ensuite, tu sais, genre si tu as une franchise à 2500 balles, et ben en fait, je trouve que l'avortement, c'est aussi à partager, en fait, les frais, si la mutuelle décide de... Voilà, donc le financement, comme on disait. Ensuite, la gestion de la contraception, donc le renouvellement d'ordonnance, donc c'est-à-dire penser à prendre le rendez-vous, se prendre du temps pour y aller. Après, un rendez-vous médical pour la pose du stérilet, par exemple. Penser à prendre la pilule tous les jours. Toutes ces choses, c'est une charge mentale énorme. Ouais. Et puis la gestion des conséquences de la contraception, donc les effets indésirables à court, moyen ou long terme. La gestion d'une grossesse non désirée, si la contraception ne fonctionne pas. Enfin, voilà, tout ce qu'on a dit là... Voilà, donc c'est ça qui représente la charge contraceptive, en fait, ces 4 points. Et maintenant, Amy, tu vas nous parler brièvement de l'histoire de la contraception. Oui. Alors, la première chose qui est intéressante, je trouve, quand on s'intéresse un peu à où on est, mais aussi surtout d'où on vient au niveau contraceptif, c'est qu'on voit que les femmes, elles n'ont pas attendu les années 1960 pour essayer de dompter un petit peu leur machine reproductive, je dirais. Alors, je pense qu'elles y sont passées par tout et son contraire. Il y a eu des douches spermicides avec des ingrédients de nos cuisines. Il y avait des mélanges de huile, vinaigre, citron. Des trucs un peu, voilà. Des suppositoires vaginaux. Donc ça, c'est plus vieux, c'est l'époque de l'Antiquité, mais avec du levain et des excréments d'animaux, crocodiles, éléphants. Des méthodes barrières type préservatif, en fait, en intestin, en vessie d'animaux. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui est passé avec plus ou moins de résultats et avec aussi à l'époque souvent un résultat qui fait que quand tu vas commencer à t'enfiler du vinaigre et de l'huile et la sauce à salade, il y a beaucoup de... Non, c'est ça quoi. Non, c'est ça, c'est la vinaigrette, le contraceptif vinaigrette. Il y avait aussi beaucoup de conséquences du type stérilité, etc. Ouais. Tu vois. Et puis après la contraception, on va dire un peu plus actuelle, on voit qu'elle était par contre extrêmement liée au mouvement féministe. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte à quel point la société, l'Église, mais aussi les politiques, etc., ils ont repoussé cette idée même d'avoir un contrôle des naissances. Alors, notamment en France, la pilule elle a été autorisée à partir de 1967 grâce à la loi Neuwirth. Alors,
la pilule, elle est sortie dans les années 60, au début des années 60. Elle était déjà prescrite, mais c'était un peu sous le manteau. C'était pas très légal. C'est sorti en 1960 à peu près avec le mouvement mouvement français pour le planning familial. Mais c'est vraiment à partir de 1967, après énormément de batailles et de personnes qui ont essayé de se mettre en travers, que la pilule, elle a été vraiment autorisée en France en tout cas. Ok, ouais. Et puis en Suisse, elle est arrivée sur le marché en 61, sans grand fracas, mais des méthodes plus traditionnelles du genre abstinence, retrait, sont restées majoritairement utilisées jusqu'à la fin des années 70. Et puis à ce moment-là, il n'y avait pas de législation autour de la contraception, bien que sa prescription, elle restait très encadrée, et la pilule, elle est essentiellement utilisée dans le cadre conjugal en fait. Tu sais ce qui est intéressant, juste j'y pense, on parle souvent, à propos des années 68, etc., de la révolution sexuelle des femmes, grâce à l'avènement de la pilule. Et en fait, ça sous-entend beaucoup que, 1968, révolution sexuelle, les femmes, elles se sont mises à coucher à droite, à gauche, etc. Alors qu'en fait, il est quand même important de souligner que l'intérêt de la contraception à ce moment-là, alors bien sûr, tu pouvais profiter de jouir du sexe sans risque de grossesse non désirée, bien sûr. Et puis en plus, il n'y avait pas le sida. Il n'y avait pas le sida. C'était quand même. Mais je pense qu'il fallait quand même surtout, à mon avis, il faut surtout se mettre en tête qu'il s'agissait là de la première option sûre, fiable et sans danger ou sans trop grand danger, de planifier sa vie, de ne pas avoir besoin d'être mère tous les 10 à 12 mois. Ouais, c'est ça. Si tu es relativement fertile, tu as des retours de couche rapides, je veux dire, tu peux faire un enfant par an. Ouais. Et puis aussi, et j'ai envie de dire même surtout, d'éviter tout ce qui est avortement clandestin dans une ruelle sombre par des gars qui ne se sont pas lavé les mains et qui s'en mettaient plein les fouilles en passage. Enfin, je pense que c'est important vraiment de se rendre compte que les révolutions sexuelles 1968, certes, mais on parle vraiment surtout de santé sexuelle, de traiter les femmes de manière humaine. Et, enfin, c'est pas un fast-pass à Disneyland Paris pour aller niquer, quoi. Non, mais vraiment. Enfin, je veux dire... Non, mais tu sais, tu vois vraiment encore maintenant, le patriarcat, c'est vraiment ce concept de... ouais, c'est la révolution sexuelle, vous avez vraiment fait ce que vous vouliez, etc. Non, on parle d'empêcher les femmes de mourir d'une infection parce qu'elles ont fait un avortement au cintre. Exactement. Mais en fait, tu vois, tu dis ça et ça me fait penser que c'est tout le temps les mêmes histoires maintenant. Comme tu dis, d'aller niquer comme ça sans en avoir rien à foutre. C'est la même chose parce que je lisais un article avant sur la contraception en Belgique qui voulait monter. C'était un article de 2019, donc ça a sûrement changé entre-temps. Ils voulaient monter le délai légal. Et en fait, c'est tout le temps la même histoire. Quand tu augmentes le droit à l'avortement, tu as toujours les mêmes qui viennent dire... Oui, mais du coup, ça va être n'importe quoi. Toutes les femmes vont utiliser ça comme moyen de contraception. Genre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais genre, ça va pas. Enfin, ils ont vraiment l'impression que chaque fois qu'ils augmentent le droit, par exemple, à l'avortement ou qu'ils donnent la pilule, ça y est, on va pouvoir aller baiser n'importe où parce qu'on attend que ça, en fait, et puis de faire n'importe quoi. Non, mais... Enfin, n'importe quoi, mais c'est ouf quand même. Ouais. Surtout qu'on va parler de l'avortement après. C'est pas... Enfin, moi, il y a un truc qui me fait sauter au plafond. Avortement de confort. De confort. De confort. Il n'y a rien qui est confortable. Même si tu le vis très bien, même si... Il n'y a rien de confortable. C'est pas un moyen de contraception. L'avortement, c'est une solution de dernier recours. Oui, mais c'est ça. Puis c'est comme ceux quand tu parles de ça, puis qui disent... Oui, avec cette pilule du lendemain, y a des femmes, elles utilisent ça comme moyen de contraception parce qu'elles viennent tous les 3 jours à la pharmacie. Mais est-ce qui est vrai, ça arrive. Mais en parallèle, peut-être que si une femme, elle vient tous les 3 jours prendre la pilule du lendemain comme moyen de contraception, peut-être qu'il faut aussi voir le problème qu'on a dans certaines sociétés, même spécialement aux États-Unis, mais même en Suisse, même en France, avec l'accès aux contraceptifs et l'éducation sexuelle. Oui, c'est ça. Bah ouais. Ouais. Je pense que c'est facile aussi toujours de dire les femmes ci, les femmes ça, etc. Mais, tout le temps, on a l'impression qu'on est des grosses bobettes, tu sais. C'est ça. Que si on nous donne... Genre, on nous donne la main, on va prendre le bras. Tu sais. Je trouve que c'est tout le temps ça. Je te jure. Et, je veux dire, il y a des moyens de contraception qui existent. On va en parler dans quelques instants. Mais oui, vraiment, il y a aussi ce concept que l'accès à la pilule, il faudrait quand même qu'il soit
plus facile. Il faut aussi que les femmes et les hommes, dès le plus jeune âge, on apprenne comment le corps fonctionne. On va aussi en reparler dans un petit moment. Je pense que les femmes qui prennent la pilule du lendemain tous les 3 jours, au lieu de les pointer du doigt, et puis sans déconner, ça doit être un pourcentage qui est hyper bas. Mais oui. Mais, je veux dire, éduquer les gens, éduquer les gens, donner des moyens de contraceptifs. En Suisse, donner des moyens de contraceptifs aussi qui sont peut-être moins chers. Ça me paraît vraiment une bonne, une bonne solution plutôt que montrer du doigt les gens, quoi. Ouais, vraiment. Puis tu vois, il y a aussi cette idée, je trouve que ça fait vraiment comme si on était des gosses, quoi. Puis qu'il fallait quand même nous encadrer parce que sinon on fait n'importe quoi. Un peu, tu trouves pas? Avec tous ces trucs. C'est hyper paternaliste. Ouais, vraiment. Ouais. Non, tout à fait, ouais. Tout à fait. Là, Mélo, tu vas juste passer en revue quelques moyens de contraceptifs. On va passer assez rapidement. Hein. Parce que de toute façon, voilà, on n'est pas médecin. Donc, voilà, si vous entendez des choses dans le podcast qui vous sont nouvelles, que vous ne connaissez pas, renseignez-vous, parlez-en à un professionnel de santé. N'hésitez pas à faire des recherches par vous-même. Mais on voulait quand même lister assez rapidement les moyens qui existent actuellement et voir aussi où on en est. Exact, oui, tout à fait. Alors, juste pour commencer, on va préciser comment fonctionnent les appareils reproducteurs féminins et masculins. Moi, en tout cas, je sais que j'ai appris très tard que j'étais fertile que quelques jours par mois, mais vraiment hyper tard, hein, je pense 20 ans, 22 ans. Et je trouve que c'est assez dramatique de voir à quel point, en fait, on ne sait rien, les femmes, sur le fonctionnement de notre propre corps. Et on va mettre un article dans les commentaires de la vidéo qui explique justement un article qui montre à quel point les femmes ne connaissent pas leur corps. Et là, on ne dit pas ça pour s'auto-flageller, mais plutôt en fait pour pointer du doigt que tout le monde s'en fout, en fait, comment on fonctionne. Et du coup, les connaissances, elles sont très réduites sur le corps féminin. À titre d'exemple, on sait depuis 2005 quelle région du cerveau est concernée par la stimulation des parties génitales masculines. Donc 2005. Et quant aux femmes, c'est qu'en décembre 2021... qu'ils ont trouvé la zone du cerveau concernée par la stimulation du clitoris. C'est vraiment, en fait, tout le monde s'en branle, en fait. Ouais. Et point Fred et Jamie. Si vous avez la ref. Non, mais c'est vraiment... Est-ce que tu savais que le clitoris, c'est le seul organe humain, donc chez hommes et femmes, hein, qui est dédié 100% au plaisir? Je sais pas si tu savais ça. Ouais, alors moi, j'ai appris ça. On m'avait offert un livre, une copine m'avait offert un livre sur le clitoris. Donc, en fait, je savais. Ouais. Moi j'ai appris ça à genre 34 ans et 3 mois, ce qui était genre l'année dernière. Hein. Même je crois sur Instagram, j'étais là, mais c'est génial, mais c'est pareil, tu vois. Ouais. Je me rappelle des cours d'éducation sexuelle, on vient d'en parler il y a 2 secondes. Alors je suis même pas sûre que le clitoris, ça soit quelque chose qui était mentionné. Mais c'est exactement ce que tu dis. Et on sait même pas à quoi ça ressemble, c'est seulement maintenant qu'on sait que c'est un truc qui est grand comme ça, là, machin, parce qu'on voit des photos, enfin des images. Mais avant, on pensait que le clitoris, c'était juste un truc comme ça. Ouais. Puis qu'on sait qu'en fait, le point G, au final, c'est le clitoris. Ouais, même le concept de vaginale clitoridienne, c'est juste... Il n'y a pas, ça n'existe pas. Bah ouais, non, mais... donc ça va avec tout ça, quoi. Qu'en fait, on n'y connaît rien. Ouais, c'est fou. Bon, et du coup, Jamie, comment fonctionnent les cycles reproductifs? Oui, alors donc, si on part du principe... Pardon. Si on part du principe qu'un cycle, ça se déroule sur 28 jours, donc c'est vraiment très simple, hein, on fait pas... Enfin voilà, après, renseignez-vous, mais si on part du principe qu'un cycle, ça se déroule sur 28 jours, on peut expliquer le fonctionnement comme ça. Donc, jour 1, c'est le début des règles. Durant la période des règles, en règle générale, on n'est pas fertile, mais bon, on sait que les spermatozoïdes peuvent rester en vie pendant 7 jours dans le vagin, donc prudence, et on sait que l'ovulation peut venir hyper vite, donc voilà. Autour du jour 9 et jusqu'au jour 14, c'est la période la plus fertile, la période durant laquelle l'ovule est prêt, se prépare à fusionner avec le spermatozoïde. Et puis une fois que l'ovulation elle est passée, c'est-à-dire quand l'ovaire a relâché l'ovule, là, normalement, on n'est plus fertile, et ce jusqu'aux prochaines règles. Voilà. Donc ça, c'est comment ça se passe chez les femmes. Et chez les hommes, ils produisent des spermatozoïdes H24, 365 jours par an, jusqu'à la mort quasi. Ouais. Ou bien? Oui. Ouais. Je crois, ouais. Après, avec l'âge qui augmente, la qualité du sperme, elle devient de moins en moins. Il y a la motilité, etc. Mais ça s'arrête pas, ouais. Ça s'arrête pas. Donc, si on résume, les femmes et les personnes à utérus, elles assument la charge contraceptive alors qu'elles sont fertiles que quelques jours par mois. Et à quel moment on s'est dit que c'était normal? Ça me fait penser, tu sais, c'était les 2 humoristes là qui faisaient le truc avec leur whiteboard, puis qui étaient nous ne voyons pas d'autres explications. C'est ça. Eric et Ramsey. Ouais, voilà. Eric et Ramsey. Non mais c'est, enfin,
Ouais, je sais pas. C'est ça. Et c'est pas... C'est incroyable. C'est pas normal, quoi. Ouais. Non. Bah, du coup, maintenant, on va voir les différents moyens de contraception qui existent. Alors, commençons par les moyens féminins. Deux choses que je trouve hyper frappantes. Le nombre d'options de contraceptifs féminins par rapport aux versions masculines. Et aussi, et ça c'est quelque chose d'assez récent, mais le nombre de contraceptifs hormonaux, encore et toujours, alors qu'on sait maintenant très bien que les contraceptifs hormonaux, ils peuvent avoir des résultats, des conséquences sur la santé à long terme. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, de voir qu'on continue d'être à fond dans le contraceptif hormonal, malgré ce qu'on sait déjà. Bon. Je commence par la pilule, qui est un moyen contraceptif quand même extrêmement répandu, de moins en moins, mais toujours très très répandu. 99,7% de fiabilité, si elle est utilisée comme il faut, donc prise tous les jours, à heure fixe, etc. Attention, diarrhée, vomissement, gastro, etc. Si vous vomissez ou si vous avez de la diarrhée juste après avoir pris votre pilule, il y a des potentielles baisses d'effet. Donc ça, c'est quelque chose aussi à faire très très attention. Et juste très rapidement, la pilule, elle agit sur 3 fonds. Alors il y en a un tas différentes, mais celles qui sont combinées, elles bloquent l'ovulation et elles modifient l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la couche de cellules qui tapissent l'utérus et c'est ce qui est éliminé pendant les règles, sous forme de cellules sanguines. Et l'endomètre devient donc plus fin, donc ça empêche la nidation. L'ovule ne peut pas se nicher dans l'endomètre. Et puis le troisième point, c'est que la glaire cervicale, donc, qui est dans le vagin, le col de l'utérus, elle la rend plus fine ou plus épaisse, et en fait ça empêche les spermatozoïdes de passer cette barrière. Donc ça, c'est vraiment... les pilules combinées, ça fonctionne sur ces 3 points. Ouais. Ok, la pilule, comme on a dit avant, ça a été une vraie révolution pour les femmes pour contrôler la natalité. Mais j'ai l'impression, alors après je sais pas, mais que de nos jours elle est un peu moins utilisée. On en est un peu revenu quand même de ce moyen de contraception. En tout cas, moi je vois qu'autour de moi il y a vraiment très peu de femmes qui prennent la pilule. D'ailleurs, je crois même que j'en connais pas. Et tout le monde est passé au stérilet même. Et je me dis que c'est quand même en lien, enfin c'est sûr, avec les effets secondaires qui étaient assez lourds de la pilule. Moi je l'ai pris de mes 16 à 22 ans à peu près, je pense. Ouais, 16 à 22 ans, donc pendant 6 ans. Et le jour où je l'ai arrêté, vraiment j'ai eu l'impression de vivre une nouvelle vie. C'est incroyable. Ouais. C'est un peu fort de dire ça, mais en fait c'est comme s'il y avait un voile sur mes émotions, ou même ma personne, tu sais, qui s'était enlevée. Parce que quand j'étais sous pilule, c'était comme ça. Et il y a vraiment eu un avant et un après. Et au niveau de la libido, j'ai trouvé que c'était ouf. Et en fait, je me souviens que quand j'ai arrêté, je me suis dit, c'est un moyen de contrôle des femmes, en fait, qui sont en couple. Parce que tu prends la pilule quand tu es en couple, et je me suis dit, ça nous canalise. Je sais pas comment, mais vraiment, je me suis dit ça à 22 ans. Je me suis dit, c'est incroyable. Ouais. Je pense pas que c'est un rapport direct. Je pense pas que ça a été créé pour le faire. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est pas très important. Je veux dire, il y a quelques effets secondaires. Peu importe. Je pense que c'est ça le problème, à mon avis. Oui. C'est que ça pas été... Ils n'ont pas continué à le développer parce que finalement, c'est bon, elles ont une baisse de libido, puis elles ont mal à la tête 2 jours par mois. C'est pas grave, quoi. Enfin, moi, je vois plutôt ça. Je vois plutôt une espèce de, comme tu disais avant, de désintérêt social et des entreprises pharmaceutiques à développer quelque chose qui aurait moins d'effets secondaires, puisque finalement, ouais. Mais moi, c'est pareil à part ça. Je l'ai prise aussi pendant plus longtemps que ça, pendant passé 10 ans. Mais le jour où je l'ai arrêté, mais c'est a whole new world, tu sais, vraiment. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Mais par contre, moi, ce qui me choque vraiment actuellement, je sais pas, et ça a peut-être changé. Moi, j'ai commencé à prendre la pilule, ça fait plus ou moins 20 ans. Donc, c'est pas d'hier, hein. On a plus d'20 ans, ma bonne dame. Mais à l'époque, moi, je me souviens, j'étais allée chez la gynécologue, j'avais dit, j'aimerais un moyen de contraception. Elle m'a tendu une plaquette de 3 mois de pilule gratuit, genre, essayez ça. Et puis, elle m'avait fait une ordonnance en disant, puis si ça va, ben voilà. Elle m'avait pas posé de questions, j'avais pas eu de test. Elle m'avait pas demandé si je voulais autre chose que des hormones, ou si je voulais autre chose que la pilule. Elle m'avait dit, vous avez 15 ans, vous voulez la pilule? Voilà 3 mois, revenez dans 1 an. C'est révoltant, je trouve. Je trouve que c'est révoltant. Alors, c'est moins grave que d'autres choses qu'on peut lire sur Internet, mais ça reste une espèce de violence gynécologique. C'est un manque d'écoute des patientes qui est quand même notoire et impressionnant. Vraiment. Et je trouve maintenant, avec le recul, personne ne parlait des risques. Moi, je connais quelqu'un qui a fait une thrombose à cause de la pilule, quoi. Je veux dire, les risques, ils sont là, ils sont réels.
Je trouve que c'est super bien, la parole, elle se libère ces dernières années. On parle de ses effets néfastes. Comme tu disais avant Mélo, son utilisation a baissé. On est passé de 52% d'utilisatrices en 92 à 33% en 2017 en Suisse. Ah ouais. Donc, c'est vraiment... On voit qu'il y a une... Ouais, la parole, elle s'est démocratisée. Mais je sais pas, moi, avec le recul, je trouve ça vraiment, vraiment révoltant de prescrire un contraceptif hormonal à une gamine de 15 ans comme si c'était automatique, en fait. Après, voilà, on en a parlé un tout petit peu plus tôt. Il y a un tas de méthodes contraceptives efficaces, mais c'est vrai qu'elles sont majoritairement hormonales. Et si tu veux ou tu ne peux pas prendre d'hormones, on est tout de suite un peu plus limité, quoi. Exact. Ouais. Bah, du coup, comme moyen de contraception hormonaux ou non, on a le stérilet hormonal au cuivre. Ça, c'est un petit appareil qui s'insère dans l'utérus qui diffuse un progestatif. Celui au cuivre, il diffuse pas d'hormones, mais il bloque la fécondation en empêchant les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. On a l'implant. Ces deux méthodes, hormonales et pas hormonales, elles ont les deux des effets secondaires quand même assez importants. Pas les mêmes, mais les deux, elles sont des effets secondaires. Ouais. Bon, bah, de toute façon, les hormones, ils ont toujours... l'implant que tu mets, c'est un petit implant, un petit bâtonnet en plastique de 4 cm sur 2 mm qui est inséré sous la peau puis qui délivre en continu une petite quantité de progestatif qui supprime l'ovulation. Après, il y a les injections d'hormones. C'est l'injection d'un progestatif qui empêche l'ovulation et dure 3 mois, donc faire une injection tous les 3 mois. Tu as l'anneau vaginal. Ça, je ne connaissais pas. C'est un anneau contraceptif en plastique mou et flexible que tu insères dans le vagin puis qui diffuse lentement un progestatif et un œstrogène. Et puis, il s'enlève 1 semaine par mois, comme quand tu arrêtes la pilule, en fait. Et puis, tu remets un nouveau après. Il y en a 3 par paquet. Tu le changes une fois par semaine. C'est très petit. Tu te rappelles ces bracelets qu'on avait à l'époque on en portait toujours plein. C'est des petits des bracelets en plastique très fins de couleur. Ouais. C'est un peu comme ça. Ça ressemble à ça. Et en fait, tu l'insères. C'est très facile à insérer. Ça s'insère comme un tampon, je veux dire. C'est très, très facile. Ça se met en place de manière tout à fait automatique. Enfin, physiologique, j'ai envie de dire. Tu le changes une fois toutes les semaines. Et la 3e semaine, tu le retires. Et tu sais, il y a les saignements qui arrivent. Et puis, c'est aussi possible, normalement tu ne le sens pas, mais c'est aussi possible de l'enlever pendant les rapports sexuels et de le remettre juste après. Ok, intéressant. Moi, je l'ai utilisé pendant quelques temps, ça ne m'a pas du tout convenu. Mais après, voilà, c'est... Ok. Enfin, c'était personnel. Par contre, au niveau utilisation, c'est très, très, très facile. C'est très facile. Ouais. C'est juste, moi, ce qui ne m'a pas convenu, c'était ce qui contenait comme hormones. La balance d'hormones, elle m'a pas convenu. Par contre, au niveau de l'utilisation, c'est vraiment bien parce qu'en plus, tu le mets, tu l'oublies pendant une semaine, quoi. D'accord. Ah ouais, trop bien. Ok. Ouais. Pardon. Mais tu vois, enfin voilà, là, on en reste... moi, j'ai utilisé plusieurs moyens qui sont sur cette liste dont tu viens de parler et j'ai eu des effets secondaires à chaque fois. Liés aux hormones. Donc, je veux dire, voilà. Après, sans hormones, il y a le préservatif féminin qui est relativement... efficace en fonction de l'utilisation. Ça ressemble au préservatif masculin, c'est un peu plus grand, c'est plus long et un peu plus large, et puis ça s'insère dans le vagin, c'est une méthode barrière. Il y a la méthode des températures ou méthode Ogino. Donc ça, c'est en fait, ça consiste à prendre sa température quotidiennement le matin au réveil, de la relever dans un cahier ou dans une app, j'imagine que maintenant il doit y avoir des apps, et puis en fait on voit que durant l'ovulation il y a un petit pic de température. Et ça nous indique en fait qu'on est fertile. Et il conseille en fait de faire ça sur 12 cycles, donc sur 1 an, pour vraiment comprendre comment son corps fonctionne et avoir vraiment une espèce de... Après, on peut vraiment faire une espèce de mapping en fait. Toi, tu disais avant, c'est entre 9 et 14 jours l'ovulation. Si tu fais ça pendant une année, tu peux vraiment faire un mapping et voir comment ton corps fonctionne. Le risque... Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut le faire de manière extrêmement religieuse, à la même heure tous les jours. Et puis le risque, c'est que voilà, il peut y avoir un petit virus, une petite bactérie, etc., qui fait monter ta température corporelle. Ouais. Et puis du coup, tu pourrais te dire, tiens, j'ovule, alors que finalement c'est un peu trop tôt. Et puis voilà, donc c'est pas méga fiable. C'est pas, disons, à conseiller pour quelqu'un qui veut absolument ne pas avoir de grossesse ou qui se sent pas les épaules, on va dire, de gérer les conséquences. Ouais. Voilà. Et puis juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin, parce que j'ai lu pas mal de conneries sur des sites internet qui lisaient les méthodes contraceptives sans hormones. L'allaitement n'est pas un moyen
contraceptif. Vraiment pas du tout. Même si vous n'avez pas eu votre retour de couche. Le retour de couche, c'est le retour de règles après l'accouchement. Ça peut prendre quelques semaines à plusieurs mois. Mais même sans avoir eu ce retour de couche, même sans avoir eu le retour des règles, le corps, il a très bien pu se remettre en marche. Il a très bien pu avoir produit un ovule. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment un risque. Donc vraiment, l'allaitement ne protège pas des grossesses. Et puis en parallèle aussi, ça c'est un truc que les Américains adorent. Ça, j'ai vu ça à fond sur les sites ici. Le sexe sans pénétration. Comme quoi, c'est un moyen qui fonctionne pas du tout. Alors forcément, le sexe sans pénétration, ça limite les risques de grossesse non désirée ou voilà, mais c'est pas infaillible parce que il peut très bien, suivant le genre, on va dire, de pratique, il peut très bien y avoir ou du liquide préséminal ou du sperme dans la région vaginale et voilà, les spermatozoïdes ils sont malins. Donc voilà, ce n'est pas une technique. C'est pas une technique, ouais. Et puis après, comme non hormonal, on a encore donc la ligature des trompes. Ça, c'est permanent. Ça consiste à fermer les trompes de Fallope avec un clip ou une ligature et ça empêche l'ovule en fait de descendre dans l'utérus. Et puis, il y a l'hystérectomie. Ça, c'est une ablation de l'utérus en fait. Et puis, sans utérus, on n'a plus de règles et donc on n'est plus fertile. Voilà. Puis, il n'y a plus rien pour mettre le bébé, surtout. Hein? Aussi. Il n'y a plus rien pour mettre le bébé, pas du tout. Non, exactement. Ma gynéco, elle m'avait dit « Ah, c'est la maison à bébé. On enlève la maison à bébé. » Ben voilà. Voilà. Et puis du coup, en parlant d'hystérectomie, on s'est dit que j'allais parler de moi j'aimerais bien en fait faire une hystérectomie parce que j'ai des règles qui sont hyper douloureuses, probablement de l'endométriose et enlever mon utérus en fait ça me permettrait de plus avoir de règles et de plus avoir de douleur du coup et donc d'être stérile et pour moi c'est le combo gagnant. Et... ding, 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 ding. Ouais. Et puis là, je suis en train depuis quelques mois de faire les tests au CHUV pour savoir si j'ai de l'endométriose. Et c'est marrant parce que quand j'ai dit au médecin du CHUV que je voulais faire une hystérectomie, en fait, le gars, il a fait une descente d'organes. Il m'a sorti vraiment le discours paternaliste de base, tu sais. Et moi, je lui ai dit, mais j'ai bientôt 35 ans, ça fait 10 ans que je sais que je veux pas d'enfant. Et d'ici 7 ans, de toute façon, ça va devenir compliqué d'être enceinte. Et il m'a dit, mais à 35 ans, vous êtes encore jeune. Et c'est marrant, ça. C'est marrant, hein. J'ai vraiment trouvé que c'était hyper rigolo parce que parce que à 35 ans en fait on me dit que je suis encore jeune pour avoir des enfants, mais si j'avais 35 ans et que j'en voulais et que j'avais pas de mec, on me dirait il faut se dépêcher ma bonne dame hein, parce que c'est bientôt la fin hein. Donc en fait je me suis dit mais ça va jamais, c'est jamais le bon moment, que t'en veuilles pas, on te fait tout le temps chier en fait. Et puis après, qu'est-ce qui m'a sorti? Ouais. J'étais énervée en sortant. Après, qu'est-ce qui m'a sorti? Il m'a dit, ah oui, et si dans 2 ans, vous avez besoin d'avoir un enfant? Alors là, vraiment, j'ai pas compris parce que... j'ai répondu en rigolant, j'ai dit, non mais dans 2 ans, j'aurai pas besoin d'avoir un enfant. Non mais... Besoin dans quel genre? Si t'as besoin, je sais pas, pour caler une table, s'il y a la table qui... Je comprends pas. J'ai pas compris ce mot besoin en fait. Et puis je me suis dit après, est-ce que besoin c'est parce que je vais rencontrer un homme avec qui j'aurais envie d'avoir des enfants? Donc du coup mon utérus appartient à un homme que je n'ai pas encore rencontré. Que t'as pas rencontré. Donc j'étais un peu dans le flou quoi. Mais le corps d'une femme, c'est un truc qu'on entend tout le temps ça. Oui mais s'il va rencontrer quelqu'un qui veut un enfant. Donc tout ça veut dire que mon corps de femme appartient potentiellement à un mec que j'ai même pas que j'ai pas rencontré, que je vais peut-être même pas rencontrer du tout. Non mais on est où? Non mais... Ouais, vraiment on est où? Ouais. Alors moi de toute façon je lui ai dit je vais pas faire l'opération au CHUV parce que mon gynéco il m'avait déjà dit au CHUV ils vont pas vous la faire à cause de votre âge et puis à cause du fait que vous avez pas d'enfant. Donc le médecin il me dit mais si vraiment vous voulez faire une hystérectomie, non mais ça c'était vraiment la meilleure, vraiment Amy je me marrais à l'intérieur, il me fait si vraiment vous voulez faire une hystérectomie on peut se réunir entre chefs de clinique pour décider si on est d'accord de vous la faire. Mettre nos grosses couilles sur la table et puis discuter. Et décider. Et moi, vraiment dans ma tête, j'étais là, non mais les gars, vous croyez vraiment que je vais vous laisser faire un conciliabule entre hommes là pour décider ce que je vais faire de mon corps de mon putain de propre corps, quoi. Vraiment, donc là en fait, je lui ai dit, mais de toute façon, je vais pas la faire ici. Mon gynéco, il est d'accord de me la faire sans problème. Et puis là, il était, ok. Et puis la fois d'après, quand je suis revenue, il m'a dit, j'espère que vous avez changé d'avis depuis la dernière fois. J'ai dit non. Et puis voilà, c'est juste que cette histoire, je trouve que c'est quand même ouf à quel point on nous casse les pieds
parce que j'ai envie de retirer mon utérus, en fait, et que j'ai des raisons qui sont valables, hein, vraiment. Alors que si tu vas demander, genre, d'enlever un grain de beauté sur le visage ou n'importe quoi, tu vois, d'ailleurs, moi, j'avais un grain de beauté, un gros grain de beauté sur le visage que j'ai enlevé, on te fait jamais chier à aucun moment. Tu dis un truc, on dit, ok, c'est bon, vous le faites. Et là, ça fait 10 ans que je dis que je veux pas d'enfant et machin, et chaque fois que je dis ça à quelqu'un du corps médical, chaque fois, on me prend pas au sérieux, on me dit tout le temps que je vais changer d'avis, et c'est incroyable. À part mon gynéco actuel, là, qui m'a dit ok, ça joue, qui m'a fait aucun jugement, qui m'a même pas dit vous êtes sûr, qui m'a même pas dit vous allez changer d'avis, rien. Puis ça, franchement, ça fait du bien, d'avoir un en 10 ans qui me dit ouais, ok. Mais c'est vraiment, on en a parlé dans notre dernier, c'était quel épisode qu'on a parlé de ça? Je pense sur la maternité, l'épisode de la maternité, où c'est vraiment ce concept qu'en fait, en tant que femme, on est des petits appareils reproducteurs à qui malheureusement on a donné des jambes et la parole. On est des petits utérus avec dotés d'intelligence, des malheureusement. Des petits utérus sur pattes. Non, mais c'est ça, et c'est vraiment ce concept de ton grain de beauté, tout le monde s'en fout, tu fais, enfin voilà, c'est pas important. Par contre, God forbid, tu voudrais faire autre chose que ta destinée de femelle, alors là, on va tous s'en mêler. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ça me fait sauter au plafond. C'est tellement chiant. Puis il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas rationnel, en fait, quand on parle de la maternité, en fait. Parce que c'est pas possible qu'on me dise tout le temps que je vais changer d'avis. Ça veut dire que je peux pas avoir pesé le pour et le contre et pris une décision et puis pas... Parce que aussi, on nous rétorque tout le temps. Il y a des femmes qui ont changé d'avis. Hein. C'est pour ça, par exemple, ma gynéco, elle m'a dit on fait plus les ligatures des trompes sur des femmes de 30 ans parce qu'il y en a tellement qui ont changé d'avis. Mais j'y crois pas une minute, en fait. J'aimerais... Alors, je pense qu'il y a des femmes qui ont changé d'avis. Ça, je dis pas. Oui, mais c'est quoi ce tellement? Vas-y, madame, donnez-moi des statistiques. On peut avoir c'est des quoi chiffres. Tellement? Parce non, mais qu'on dirait vraiment... qu'il y a des hordes de femmes et qu'après on fait des procès contre des gynécos. Enfin, on dirait qu'il y a eu un truc. Alors qu'en fait, je suis sûre qu'il y a un pourcentage comme ça de femmes qui ont regretté. C'est faux. Moi, je pense vraiment que c'est une excuse qui est utilisée pour contrôler nos corps, en fait. Non, mais... Voilà. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Parenthèse hystérectomie, mais ça, c'est énervant, quoi. Oui, non, mais c'est même pas énervant. Ça revient, ça revient à ce côté, mais foutez-nous la paix, laissez-nous faire ce qu'on veut de notre corps, quoi. Mais enfin, vraiment, je veux dire, quand t'as pris une décision qui te sert à rien, ton utérus qui te fait chier à juste à retirer, et puis t'as des douleurs de taré pendant 3 jours où je dois prendre 12 000 médicaments, enlevez-moi ce bordel. Putain. Mais c'est ça aussi, tu vas pour un problème d'endométriose et le mec il te parle de tes problèmes, de tes problèmes, même pas les problèmes, mais le mec il commence à te parler de faire des enfants, t'es là, mais on t'a pas demandé l'heure, mon gars, quoi. Oui, mais vraiment, en plus, c'est vrai. Je sais pas. Tu sais, t'es là, enfin, je sais pas, faites les tests que je vous ai demandé et bonne fin de journée, quoi. On t'a pas demandé l'heure. Non, mais vraiment. Mais tu vois, c'est aussi le truc, ça, c'est qu'en parallèle, il y a des contraceptifs pour hommes. Il en existe. Mais il y a quand même ce problème et ça, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai réalisé ça en préparant cet épisode parce que moi, j'ai toujours été en mode genre la pilule pour homme. Et en fait, en préparant cet épisode et depuis que j'ai mis un petit peu ces lunettes féministes, je me dis, mais en fait, est-ce que à titre général, en parlant pour les autres femmes, mais même moi, à titre personnel, est-ce que on pourrait faire confiance à l'autre, à l'homme, hein, appelons un chat, mais est-ce qu'on pourrait faire confiance à l'homme pour prendre cette responsabilité immense, vu qu'au final, et j'en reviens toujours là, dans la mesure où il y aurait peut-être un problème, c'est la femme qui devrait gérer les conséquences. Je veux dire, la majorité des hommes étant actuellement extrêmement peu déconstruits, moi je suis pas sûre que je ferais confiance à quelqu'un pour un truc qui aurait des répercussions sur ma propre vie à ce point-là. Ouais. Et franchement, je trouve que c'est assez tragique parce que, encore une fois, ça me ramène au seul point qui est que la société patriarcale, elle est quand même partout. Et il y a vraiment cette histoire que voilà, l'homme, il vient, il met sa petite graine. Mais si les choses, elles partent en cacahuète, il peut toujours se barrer en scred, quoi. Je veux dire. Et du coup, ce sera toujours à la femme, voilà, de trouver du temps, de trouver l'argent, de trouver la force d'arrêter de la grossesse, ou alors de la continuer à terme, et puis après de se bagarrer pour que le géniteur il remplisse sa part du contrat. C'est ça. Ouais. C'est un truc qui est quand même très très important. On parlait avant d'éducation sexuelle, mais au point de vue sociétal, je pense que c'est très important que les hommes ils commencent à être responsabilisés dans leur paternité, même non désirée.
Et je suis désolée, Ouais, je ça. sais que... C'est vrai. Tu vois? Et franchement, voilà, je sais que c'est quelque chose que les gens, ils aiment pas trop entendre, etc. Mais dans la mesure où tu acceptes d'avoir des rapports sexuels, cette notion de « Ah, mais c'est un accident, ah, mais j'en voulais pas », c'est une grande blague, je suis désolée, t'en conviendras. Si t'es assez mature pour... Si tu t'estimes assez mature pour avoir des rapports sexuels, eh ben, il faut être assez mature pour gérer les conséquences qui s'offrent à toi, quoi. Enfin, les conséquences qui découlent de ton acte, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Je trouve. Bon, Ouais. sans transition. Pilule pour hommes et injection de testostérone. Non, mais ça Ouais. existe. Ça existe. Ouais. C'est aussi efficace que les deux méthodes similaires pour les femmes. Cependant, ces deux méthodes qui ont de la peine un peu à trouver des adeptes. Pourquoi? Vas-y, je te quiz. Pourquoi tu penses qu'ils ont de la Je peine sais à trouver très des bien. adeptes? Parce qu'il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Baisse de libido, maux de tête, saute d'humeur, acné, fatigue, prise de poids. Tiens donc. Tiens donc! C'est des choses que nous ne connaissons absolument pas. Non mais franchement. Ouais, non, ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Alors après, il y a aussi il y a pas de recul, etc. Moi, non, on a 60 ans de recul et puis on sait ce que ça fait comme effet secondaire. Donc, Exact. Alors, à côté de la pilule pour homme, il y a le préservatif que nous connaissons tous et toutes, hein, cette méthode barrière qui consiste à dérouler un petit morceau de latex ou de non-latex sur le pénis en érection pour créer une barrière physique aux spermatozoïdes. Et puis si on met de côté les user errors, ça c'est toi qui as écrit, ça m'a fait rire, genre C'est moi qui ai utiliser écrit, du ouais. beurre comme lubrifiant, ouvrir la capote avec les dents ou y planter ses ongles. non, ça Le fait de préservatif- gaffe quand même. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Mais le Doucement, préservatif, délicat, a un taux de succès... ouais, le préservatif a un taux de succès relativement élevé. Et le problème le plus courant que la capote, c'est quand le détenteur du pénis refuse d'entrer en matière sous prétexte d'un tas d'excuses bidons, du genre « ça m'enlève toute sensation ». Alors, il y a les Non, mais on les a capotes toutes rapines, entendues, ces excuses, mais à part ça. Hein. Toutes. Enfin. Je perds mon érection. Et ça, tu disais, entraîne-toi tout seul à la maison devant OnlyFans. Non, Et mais la meilleure... Ouais, vas-y. Non, mais c'est vrai. Enfin, Mais je veux dire, c'est physiologique, c'est possible. On dit pas que c'est une connerie, mais enfin, avec un peu d'entraînement, ça revient, quoi. Ben oui, c'est ça, exactement, ouais. Et la meilleure pour la fin, attention. Non, mais mon pénis est beaucoup trop grand. Et là, du coup, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, Amy va nous faire une démonstration que c'est du gros bullshit. Bon, j'ai décidé de me lancer Getting Dirty pour cet épisode. Oh putain, je le lâche. J'ai donc acheté un préservatif ici, que vous pouvez le voir, d'une marque Conflutra. Ok, bon. On l'a tout entendu, hein. Il est trop grand, ça passe pas, ça me fait mal, etc. Bon, j'enlève mes bagues, hein. J'ai la bite compressée. J'ai plus de sang. Ça me sert. Alors déjà, juste, sachez que il y a des préservatifs qui viennent dans toutes les tailles, hein. D'accord? Ça, c'est un truc standard. J'ai acheté ce machin, ça m'a coûté $3, machin. Ok. J'espère que ça va marcher parce que c'est là qu'il pète. Mais non, mais il pète plus les préservatifs. Non, mais ça va pas. Non, mais ça ne va pas péter. Mais mon Dieu. Sans déconner. Alors, si vous nous écoutez en audio, j'ai envie de vous dire, allez sur YouTube. Hein, vous me verrez avec un préservatif sur le bras. J'arrive pas à le dérouler. Alors, la longueur, c'est un peu le problème. Oh mon Dieu, mais c'est énorme. Sans déconner. Voilà, tu vois, là, j'ai mis les ongles. Donc là, si tu mets les ongles, ça pète. Mais c'est pas une question de taille. Sans déconner. Donc, le prochain... On sortira cet épisode en extrait. On le mettra sur toutes les plateformes. Le prochain qui nous dit... Ma bite, elle rentre pas dedans. Non, c'est absolument n'importe quoi. Alors voilà, comme je disais avant, y allez pas avec les ongles parce que là, c'est là que ça part en couille. Mais c'est pas un problème de taille, quoi. C'est juste, honnêtement, c'est juste un problème de mauvaise volonté. Ah, j'adore. C'est juste une mauvaise volonté. Donc voilà, et puis Et puis en plus, vraiment, tu l'as enfilé vraiment... Enfin, tu l'as mis vraiment... Et puis vraiment, il a nickel, il a pas pété, rien. Non, mais ouais. Non, mais ça pète pas. Et puis, alors voilà, je dis pas que c'est exactement la même chose. Je dis pas qu'une relation avec et sans préservatif, c'est exactement similaire. Je dis juste que le jeu en vaut la chandelle. Et que si vraiment votre partenaire, il se sent à l'étroit, size up, quoi. Prenez une taille plus haut. Exactement. C'est ça. Et franchement, les filles, et ça, j'espère qu'on a des personnes un peu plus jeunes qui nous écoutent, refusez un rapport sexuel sans préservatif. Surtout avec un nouveau partenaire. Je veux dire, s'il n'y a pas eu... oui. Voilà. Faut pas écouter leur chantage de merde. Hein. Oh, mais C'est s'il ça. te plaît, j'arrive pas. Puis après, ils te le répètent 15 fois parce qu'ils pensent qu'au bout d'un moment, tu vas céder. Ouais, c'est ça. Et un autre truc à dire absolument en gros non, c'est la méthode du retrait.
Ça, c'est cette histoire que vous avez un rapport comme ça sans protection, etc. Mais qu'il se retire juste avant l'éjaculation. Franchement, absolument pas. Hein. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont maintenant 2 repas par an parce qu'ils utilisaient cette méthode. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment pas une bonne technique. Parce que déjà, il faut savoir s'arrêter au bon moment, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis, en plus, et surtout, je dirais même, les spermatozoïdes, il peut y en avoir avant l'éjaculation, dans le liquide préséminal. Et ça peut créer une grossesse. Donc non, vraiment, ne faites pas ça chez vous. À ne pas essayer à la maison. Non. Et puis, à côté de ça, il y a 2 méthodes dites thermiques qui ont de très bons résultats de fiabilité. Et les 2, elles reposent sur le fait que quand la température des testicules elle est maintenue en dessus de 37 degrés, le nombre de spermatozoïdes s'effondre. Donc, le but, c'est de porter soit un slip chauffant, soit un anneau, en fait, qui permet de faire remonter les testicules plus près du corps. Et du coup, ça les maintient à une température idéale. Et ça, en fait, ces 2 dispositifs, ils doivent être portés 15 heures sur 24 pour une efficacité optimale. Et puis, à part une certaine gêne lors de la première utilisation, il n'y a pas d'effet secondaire, que ce soit sur la libido, la fertilité ou l'érection. Et donc, du coup, ça, c'est assez cool. Et il existe aussi une méthode plus long terme, bien que réversible, c'est la vasectomie, qui consiste à couper et bloquer les canaux qui transportent les spermatozoïdes. C'est pratiqué sous anesthésie locale en une dizaine de minutes. C'est réglé. Et puis, à part quelques douleurs dans les jours qui suivent l'opération, ça n'a pas d'effet secondaire indésirable. Ouais. Mais on en parlait juste avant, hein. Snip, snip, snip. Non, on en parlait avant les réticences face aux contraceptifs masculins. Il y a la peur de perdre leur virilité ou leur érection avec la vasectomie, ce qui n'est absolument pas le cas. La seule chose, en fait, ça coupe la supply de sperme, c'est tout. Il n'y a aucun problème moteur, en fait. C'est l'engin fonctionnera toujours très bien par après. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont les hommes ont peur. Ils ont peur de la douleur et de l'inconfort. Avec le slip chauffant, l'anneau. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas le service 3 pièces qui m'aurait permis d'essayer ça. Mais ce qu'on lit sur Internet, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu désagréable les 2-3 premiers jours. Comme quand moi, je viens de me faire des lunettes. C'est pas agréable les 2-3 premiers jours. Et puis, au bout d'un moment, tu t'y habitues, quoi. Ouais. Je veux dire. Et puis, elle a peur des effets secondaires avec pilules, injections, etc. Bon, c'est pas hyper constructif, hein, ce que je vais dire. Mais moi, franchement, quand je lis tout ça et quand je lisais sur Internet, justement, les excuses, oui, mais je veux pas prendre une contraception à cause de ci, à cause de ça. Enfin, franchement, mais moi, la seule chose que ça m'inspire, c'est mais les pauvres chéris, quoi. Les pauvres chéris. Vous voulez pas prendre la responsabilité d'un truc qui vous concerne tout autant parce que vous avez un petit peu peur d'un effet secondaire ou parce que vous n'avez pas envie d'avoir mal à la tête 2-3 jours par mois, ou alors parce que vous n'avez pas envie d'avoir un truc qui vous serre un petit peu. Et en fait, je trouve que c'est vraiment hyper ironique parce que ces mêmes hommes qui ne veulent pas s'infliger ça, les pauvres, en parallèle, ils n'ont aucun problème à le fait que leur mère, leur sœur, leur copine, leur femme, ça fait depuis 60 ans que les femmes ont fait tout le temps ça, ont subi ça, etc. Et puis le concept de la gêne, ça ne va pas être très agréable à porter, etc. Enfin, on peut parler des soutiens-gorge 5 minutes. Non, mais vraiment. Je veux dire, je pense pas que... Enfin, le soutien-gorge, c'est un truc que tu es content d'enlever à la fin de la journée. Je pense que l'anneau, le slip, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais. Enfin voilà, je trouve qu'encore une fois, on en revient toujours là. C'est quand même toujours très, très, très ironique, quoi. Et c'est vraiment pour ça que ce qu'on fait là, c'est important. Ce que les féministes, elles font, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a vraiment encore besoin du féminisme. C'est parce que ça reste de nouveau un double standard. Et il est vraiment temps que ça change. Que ça change, ouais, exactement. Il est vraiment temps que ça change. Bon, et puis en parlant d'accidents, il y a quand même des méthodes au cas où les accidents arrivent et au cas où une grossesse s'installe ou au cas où la contraception, elle ne fonctionne pas comme prévu. Ouais, c'est ça, il y a ça, les méthodes de contraception d'urgence. Donc, il y a la pilule du lendemain qui agit directement sur les ovaires en bloquant l'ovulation grâce à l'hormone qu'elle contient. Puis comme ça, les spermatozoïdes en attente dans les trompes, ils rencontrent pas d'ovules à féconder. Et puis, donc il y a la pilule du lendemain, en fait, qui est à prendre jusqu'à 3 jours après un rapport sexuel non protégé. Et puis, il y a la pilule du surlendemain qu'on peut prendre jusqu'à 5 jours après. Et en France, en dessous de 18 ans, on peut l'obtenir de manière anonyme, gratuite et sans ordonnance et sans le consentement des parents, dans une pharmacie ou auprès d'une infirmière scolaire ou dans un centre de planification. Puis, dès 18 ans, elle est dispo sans ordonnance à la pharmacie. Ouais, et ça, c'est un truc vraiment... En Suisse, on a quand même encore un wagon de retard et je trouve que c'est vraiment un problème. Alors, en Suisse, elle est disponible aussi. Elle est disponible dès 16 ans.
Alors, elle est payante. Bon, c'est surprise, surprise. Il y a tout qui est payant en Suisse, de toute façon. Je crois que c'est une 15aine de francs en planning familial et une 40aine en pharmacie. Mais encore une fois, je trouve que, voilà, enfin, à 15-16 ans, 40 balles, ça peut être compliqué. Et je trouve pas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devrait être... En fait, je trouve que tout ce qui est contraception, dans la mesure où c'est préventif, on va dire, je trouve que ça devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit, ouais, c'est clair. Je trouve, personnellement. Alors après, voilà, en Suisse, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a un petit entretien où il y a quelques questions qui sont posées. Alors, c'est rien de bien méchant, c'est surtout pour déterminer aussi où vous en êtes dans votre cycle, pour voir à quel point il y a vraiment un risque ou pas. Ça peut paraître impressionnant. En général, ça fait avec beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai bossé dans une pharmacie pendant 6 ans. On le faisait de manière très discrète, toujours très bienveillante. Personne ne vous juge. C'est vraiment... voilà. Et puis, par contre, alors, ce que j'ai appris en parlant avec une copine qui est toujours assistante pharmacie, c'est qu'il faut la prendre devant la pharmacienne ou le pharmacien. Donc, vous ne pouvez pas y aller pour quelqu'un d'autre. Je crois que c'est avec toi qu'on parlait de ça, Mélo. Hein. Oui, parce que ouais, moi, apparemment, à l'époque, j'avais un pote à l'école qui avait, avec sa meuf, ils étaient plantés. Il m'avait demandé si je pouvais aller avec lui pour la prendre, pour que je la donne ensuite à sa meuf, parce qu'elle était à l'école. Et du coup, on était allés, j'avais dit que c'était pour moi, puis en fait, elle n'avait pas voulu, je devais la prendre devant elle, donc du coup, j'avais dit non, du coup, non. Du coup, ça ne va pas le faire. Non, alors apparemment, c'est standard. Je ne m'en rappelais pas, mais apparemment, c'est standard. Ok. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais vraiment, enfin, allez-y avec une copine. Moi, j'ai été plusieurs fois. J'y étais pour moi, hein, comme je pense comme la plupart des femmes. Puis j'y étais aussi pour accompagner des copines. Franchement, en tout cas en Suisse à l'époque, ils étaient vraiment sympas, quoi. Enfin, ils te laissent aller avec ta pote, ou ils te tiennent la main. Enfin, ils sont vraiment gentils. Ouais. Et puis, il n'y a pas énormément d'effets secondaires. À part, voilà, ça peut amener les règles un peu plus vite. Okay. Mais c'est pas une pilule abortive, c'est vraiment, ça empêche, ce que tu disais Mélo, ça empêche l'anidation, ça empêche l'ovulation, okay. etc. Donc, ouais. Et puis, on pourrait pas parler de contraception sans parler d'avortement. Ouais. En Suisse, l'avortement, il a été condamné à partir de 1942. C'était des peines de prison pour les femmes et pour les médecins qui le pratiquaient. Et là, Mélo, j'ai envie de tester tes connaissances en histoire du féminisme. J'étais scandalisée. Est-ce que tu sais me dire, en Suisse, en quelle année l'avortement il a été dépénalisé en instaurant le régime dit des délais? Je sais pas, je pense que c'est... Ce qui me semble que j'avais lu un truc, mais ça doit être... C'était il y a pas très longtemps. Ça doit être 2002, 2003, 2004, un truc comme ça, non? 2002. Ah. 2002 ouais. Alors déjà, moi, je m'en rappelle pas. Ce qui prouve encore une fois à quel point... Mais on pouvait le faire, tu crois pas? On pouvait le faire, c'était... Mais... Oui, alors, dans la loi, la dernière condamnation, c'est ça, la dernière condamnation, elle date de 1988 en Suisse. Donc, bien sûr. Okay. Mais 2002... Ouais. Je suis outrée. Je regardais dans les archives de la RTS, le journal, et je me rappelle de la présentatrice. Je veux dire, enfin, on avait 15 ans. On avait 15 ans. Était. Ouais. Oui, on était là. Tu te rends compte? Ouais. J'étais vraiment... je trouve que c'est lunaire, quoi. Il y a 20 ans, il y a 20 ans cette année, légalement, c'était encore interdit, quoi. Ouais. C'était encore interdit. Et franchement, merci au mouvement de libération des femmes et à la fondation de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement, parce qu'ils ont vraiment œuvré depuis 1970. Ils ont travaillé hyper dur à arriver jusque-là. Et je trouve qu'en fait, ce qui est super intéressant et que moi, je n'avais jamais réalisé, c'est que cette lutte pour l'avortement, elle est directement liée à la lutte donc, de ces du mouvement de libération des femmes majoritairement, pour le droit à la contraception libre. En 1975, le MLF, il disait « Nous demandons la liberté d'avorter comme une nécessité absolue, même si nous savons très bien que la situation ne changera pas tant que l'avortement continuera à être pour les femmes une solution extrême à cause du manque de moyens contraceptifs efficients et inoffensifs. » Ouais. Ça va vraiment de pair. Hein. Ouais, c'est ça. Puis cette même année, en 75, il y a des débats qui ont eu lieu au Conseil national au sujet des délais légaux d'avortement. Et le 2 octobre 75, il y a des militantes du MLF de Genève qui envahissent le Conseil national, qui jettent des couches sales et qui distribuent des tracts sur lesquels elles ont écrit « Femmes au Conseil national, ça pue, les soi-disant représentants du peuple s'imaginent décider derrière notre dos de ce qui est bien pour les femmes. » Et c'était déjà le cas en 74, quand un conseil fédéral composé uniquement d'hommes
là, tu as contrôlé, tu disais j'avais contrôlé, rejeter la décriminalisation totale. Et, et c'est que des hommes. Que des hommes. 7 hommes blancs, et ils ont décidé que non, finalement, on voulait pas décriminaliser l'avortement. Donc voilà, c'est ça qu'elles ont fait. Le MLF l'année d'après, c'est dire vous parlez dans notre dos, c'est sympa quoi. Les femmes à la maison à changer les couches, et puis les hommes en train de décider que ça se faisait pas quoi. Exact. Ouais. En 1970, donc toujours ce MLF, il déclarait que le système patriarcal, il était à l'origine des oppressions subies par les femmes et que leur libération, donc la libération des femmes, elle devait passer par la réappropriation de leur corps. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment toujours, c'est toujours le cas quoi. C'est toujours le cas. Et on voit que les choses, elles vont pas en s'arrangeant. Les États-Unis, ils sont en train de revenir en arrière sur les délais d'avortement, voire de l'interdire complètement. Le droit à l'avortement, il a aussi régressé en Pologne. Il est complètement interdit à Malte. Et il y a plusieurs pays européens, dont la Suisse notamment, qui demandent à la personne enceinte de justifier pourquoi elles veulent un avortement. Alors, techniquement, ils ne vont pas le refuser sous prétexte. Ouais, puis je ne pense pas que c'est tout le temps le cas. En fait, tu dois dire pourquoi. Tu dois dire, je ne suis pas prête, je veux pas. En fait, c'est pas, je veux un avortement, ok, signé ici. Okay. Tu dois remplir un petit formulaire. Ah, d'accord, ok. Parce que c'est toujours sur ce principe de, tu dois prouver que tu ne veux, tu veux pas de la grossesse, quoi. Tu veux pas de la grossesse, ok, ouais, ok. Et puis, le droit à l'avortement, en fait, il est indispensable parce que c'est le droit pour les femmes de disposer librement de leur corps et de décider seules si elles veulent ou pas mener une grossesse à son terme. Et c'est un droit basique, comme tu viens de le dire, qui est sans cesse remis en question dans le monde, et c'est vraiment pas un hasard parce que c'est un des moyens du contrôle du corps des femmes par excellence. Et le fait que ce soit bien souvent les hommes qui promulguent des lois pour restreindre le droit, c'est pas un hasard non plus. Il y a aussi des femmes dans le lot, évidemment. Oui, mais c'est majoritaire, C'est quand même, Et Gloria Steinem, d'ailleurs, elle a dit cette phrase, si les hommes pouvaient tomber enceintes, le droit à l'avortement serait un sacrement. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment vrai. Si les hommes pouvaient tomber enceintes, on pourrait avoir tu pourrais te faire avorter au Walgreens du bloc, Jusqu'à 9 mois de grossesse, je pense. Ce serait, ce serait gratuit, ce serait ou remboursé. Et non, ça c'est sûr. Et je pense qu'il est hyper important toujours de rappeler, c'est que le fait d'interdire l'avortement, ça va pas empêcher les femmes d'avorter. La seule chose que ça va faire d'empêcher et d'interdire l'avortement, ça va empêcher les femmes d'avorter dans des conditions qui sont propres, dans des conditions qui sont clean. Ouais. C'est juste ça. Une femme qui veut pas d'une grossesse, elle va trouver un moyen d'y mettre un terme. Ouais. Amnesty International, ils disent qu'une grossesse sur 4 dans le monde se termine par un avortement. Encore une fois, on en revient là. Accès à la contraception. Voilà. Mais ils disent aussi qu'en fonction des lois qui sont ultra restrictives, tout le monde n'a pas accès à cette procédure en toute sécurité. Il y a environ 22 000 femmes, c'est une estimation, qui meurent chaque année des suites d'avortements dangereux et 7 millions qui en gardent des séquelles physiques à vie. Je veux dire, voilà, il y a des recherches qui le prouvent. Quand on refuse l'accès aux femmes à la contraception ou à l'avortement sécurisé, le taux de mortalité féminine et maternelle, il augmente. Décès en couche, les décès suite à avortement dangereux, etc. Ouais. Je dis, ça reste plus à prouver. Et ça revient à ce que tu disais avant, c'est que c'est pas une question de santé publique d'interdire l'avortement, c'est une question de contrôle de contrôle et de domination du corps de la femme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en dehors de ces considérations légales, il y a tellement encore à dire et à faire sur l'avortement. Du coup, c'est vraiment chouette et c'est vraiment important que les mouvements féministes, ils s'en emparent et ils ouvrent la parole. Mais je pense qu'il faut quand même parler aussi du fait qu'on peut très bien avorter par choix, vouloir un avortement, ne pas vouloir d'une grossesse, et quand même mal le vivre ou bien le vivre. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas, si tu le veux, tu viens bien le vivre, et si tu le veux pas, ça va être tragique en fait. On peut ne pas regretter son choix, être contente de l'avoir fait, mais quand même penser à cet embryon régulièrement après avoir avorté. Toutes les configurations, elles sont possibles. Et je pense que c'est important de pas... On est en train de basculer légèrement actuellement dans ce concept que l'avortement c'était un traumatisme pendant des années et que maintenant on revendique des avortements qui ont été voulus et qui ont été bien vécus, quitte à presque culpabiliser la femme de l'avoir voulu et de l'avoir mal vécu, justement. Je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert et de dire c'est une procédure médicale et chacune peuvent réagir d'une manière différente et qui leur est propre. Voilà. Ouais, c'est ça. Chaque personne le vit comme elle le vit, quoi. Ouais.
Et l'autre fois, j'ai lu sur Twitter le témoignage d'une femme qui racontait son avortement, justement. Et elle disait qu'on ne savait pas assez ce que c'est dans les faits. Et elle dit que dans les faits, c'est une fausse couche qui est déclenchée. Et ça veut dire que voilà, le corps, il va sortir tout ce qui a été construit pendant ces quelques semaines de grossesse. Et puis, au milieu des caillots de sang qui vont sortir, tu vas voir l'embryon, en fait. Et elle disait ça, elle disait qu'on n'est pas assez préparé, on ne sait pas qu'on va voir ça. Et du coup, il y a beaucoup à dire sur l'avortement encore. Et moi, je me réjouis des futurs écrits des écrits féministes ou comme ça qui vont sortir sur ce sujet, parce que c'est vraiment important qu'on se réapproprie nos histoires et nos récits sur ce thème, parce qu'on n'en parle pas. Et là, du coup, je voulais conseiller, il y a le livre de Annie Ernaux qu'elle avait publié dans les années 60, je crois. C'est L'événement, qui raconte justement son avortement quand c'était encore illégal. Et puis, il y a un film qui vient de sortir, justement, tiré du livre. Et là, il y a Pauline Armange qui avait écrit « Moi, les hommes, je les déteste », qui va sortir un nouvel essai qui s'intitule « Avorter », justement, et elle parle de son avortement. Tu dois dire ce titre de Pauline Armange avec plus de... Moi, les hommes, je les déteste. Je sais que ça te plaît, je sais que tu aimes une mais misandrie dans full ces épisodes. Full misandre. 100%. On voit vraiment... On n'a pas 6 ans devant nous, donc on est vraiment passé sur tous ces points quand même de manière assez rapide. On voit vraiment à quel point le contrôle des naissances, c'est un point qui est hyper crucial des luttes féministes, et comment limiter l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement, c'est vraiment un outil de domination patriarcale. Il y a vraiment pas d'autre moyen de le dire, hein. En 1975, les tracts du MLF dont tu parlais avant, ils reprenaient, donc ils faisaient beaucoup de tracts, beaucoup de communication, et ils reprenaient des notions théoriques des mouvements de mai 68 justement, et notamment de William Reich et Herbert Marcuse, qui sont des médecins. Et là, je les cite, sur un des tracts, c'était noté « On ne saurait concevoir d'émancipation sociale sans libération de la sexualité ». Et c'est vraiment vrai, c'est vraiment vrai. Dans cette pensée reichienne, justement, la famille, elle était perçue comme le lieu central de l'oppression, ce qui est toujours le cas. On en a parlé dans notre épisode sur la maternité. Le désir et le non-désir de maternité. Cette famille, elle joue un rôle de fabrique d'idéologie autoritaire et elle structure les mentalités d'une manière hyper conservatrice. En fait, le mariage, il se caractérise vraiment par la domination masculine. La monogamie, elle est contrainte par la morale. Et en fait, les femmes, elles sont les premières victimes de la morale conjugale et de l'idéologie monogamique. Encore une fois, c'est un truc dont on a parlé en long en large. L'analyse de cette situation d'oppression et la perspective de la libération des femmes, c'est vraiment un point clé, un point pivot dans la révolution sexuelle. Exact, ouais. Et puis ça se trouve encore aujourd'hui avec les lois anti-avortement. En fait, c'est un moyen de contrôler le corps des femmes, de nous transformer en incubateurs, de nous réduire au rang d'objets. Et c'est pas une question de droit à la vie, comme ils disent les républicains américains ou tous ces pro-life là. La preuve, c'est que ces lois, elles sont votées en majorité par des hommes. Et il y a un exemple parmi tant d'autres. En mai 2019, l'Alabama a voté une loi qui bannit presque complètement l'avortement. La seule exception, c'était avortement autorisé en cas de risque sérieux et avéré pour la mère, qui a été votée par 25 hommes blancs et pas une seule femme. On vous mettra la photo la photo de cette belle bande de vainqueurs. Ah non, mais c'est... J'ai lu un article la semaine dernière. Si vous lisez l'anglais, je vous le conseille vraiment. Je crois, sans déconner, c'est un des meilleurs trucs que j'ai dû lire ces 10 dernières années. C'est une journaliste qui s'appelle Laurie Penny, qui en 2019 a écrit un très très long article sur l'état de l'avortement aux États-Unis, dans un journal qui s'appelle le New Republic. Alors, j'ai traduit certains passages. Je me suis limitée parce que franchement, j'avais envie de traduire absolument tout l'article, tellement c'était bien. Mais elle disait, ces lois, donc les lois restrictives, ces lois ne servent pas à savoir si un fœtus est une personne. Ces lois servent à conserver précieusement le contrôle de l'autonomie sexuelle des femmes comme point clé de la règle conservatrice. Il s'agit de posséder les femmes qui sont considérées comme des choses. Elle dit aussi, on vit dans une société qui ne voit pas de problème à laisser les hommes s'en sortir après des actes de violence sexuelle,
mais qui est déterminé à ne pas laisser les femmes en faire de même après des relations sexuelles consenties. Vu comme ça, l'extrémisme visant à obliger les femmes à donner naissance est une suite logique de la culture du viol. C'est ça, c'est exactement ça. Je veux dire, aux États-Unis, on en est que dans plusieurs États, le viol et l'inceste, s'il y a une grossesse suite à viol et inceste, t'as pas le droit d'avorter. T'as pas le droit d'avorter. Ouais. Si ça, c'est pas de la culture du viol ou sa suite logique, je sais pas ce que c'est, quoi. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, encore une troisième citation. Elle dit « Le plus grand mensonge au sujet des droits des femmes sont dits par les personnes qui essaient justement de les leur retirer. » Tout juste, vraiment. J'applaudis. Ouais. Enfin voilà, et du coup on en arrive comme de coutume à la dernière partie de cet épisode où en fait on va vous donner un petit peu des clés. On a fait quelques recherches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses au niveau de la contraception? Ouais, exact. Donc en fait ce qu'on peut faire, c'est parler de contraception dans son couple. En fait, comme on a dit au tout début, c'est que dans tous les cas, il nous semble juste équitable de partager les frais liés à la contraception par deux, voire même à faire au prorata en fonction du salaire, vu que souvent les hommes gagnent plus, donc à faire voilà. Celui qui gagne plus paye plus. Donc pour les couples dont la question des enfants se pose pas encore, ou les couples jeunes ou comme ça, partager les frais liés à la contraception comme on a dit, impliquer les hommes dans la contraception en fait, dans le cas où il n'y a pas de contraception traditionnelle, genre hormonale ou comme ça. Si par exemple vous utilisez, je sais pas, la méthode du calendrier ou des températures, enfin n'importe quoi, vous pouvez demander à votre mec d'installer l'app de règles avec vos identifiants sur son téléphone et comme ça il peut aussi vérifier lui quand vous êtes fertile ou pas, puis vous poser la question avant un rapport, enfin voilà, s'impliquer là-dedans. Pour les couples avec des enfants, alors lorsqu'un couple est marié et a eu des enfants, par exemple que les conjoints savent qu'ils n'en veulent plus, ni avec leur conjoint actuel, ni avec un ou une autre, pourquoi est-ce que ce ne serait pas à l'homme de recourir à la vasectomie, en fait? Dans une idée d'équité, on trouve quand même que l'homme il peut prendre en charge la contraception pour les 15 dernières années de fécondité, parce que de son côté, sa femme, elle aura pris en charge celle déjà des 15 premières années. On a fait les 15 premiers, ouais. Ouais, et puis en plus, elle aura assumé la contraception, donc, et puis elle aura aussi fait les grossesses. Enfin voilà, je pense qu'au niveau du corps, elle a donné, quoi. Donc, je trouve qu'après ça, les hommes, ils peuvent aller à faire une petite vasectomie. C'est fait en 20 minutes, puis ils rentrent à la maison. Pour les couples sans enfants et qui n'en veulent pas, là, c'est le même truc. C'est qu'en fait, la question, elle doit se poser à partir d'un certain âge. Si la femme, elle a pris en charge la contraception pendant les 15 premières années, et l'homme, il peut prendre en charge les 15 dernières années, et là aussi avec la vasectomie. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Surtout qu'encore une fois, je veux dire, je sais pas, tu pars d'un principe, ça fait de 20 à 35 ans la femme, puis après de 35 à 50 l'homme, et puis après à 50 ans, généralement, les femmes, elles sont plus fertiles. Voilà. Je veux dire, il y a il y a eu une ménopause, etc. Et puis voilà, ouais. Et puis, je pense que ce qui est important aussi de manière générale, et Mélo t'en parlait en tout début d'épisode, la connaissance du corps féminin, c'est indispensable par tous et toutes, quel que soit le genre. On a vu que les jeunes femmes, elles connaissent mal leur corps. Je veux même pas, j'ai pas regardé de statistiques, mais je veux même pas imaginer, si ça c'est déjà le cas, à quel point les jeunes garçons, ils connaissent mal le corps des filles aussi. Ouais. Ça doit vraiment être tragique. Et quelque chose qui est aussi très très important, c'est de lever le tabou et le mystère autour du corps féminin et autour de toutes ces fonctions qui sont naturelles, desquelles les garçons, souvent, ils se moquent un peu ou qui sont un peu tournés en dérision. On en avait parlé dans notre épisode sur sur la sexualité. Sur notre épisode sur le porno et la sexualité. Comme quoi, il y a ce mythe du sexe féminin qui sent la moule, qui sent pas très bon, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter. Et puis, intégrons aussi les jeunes garçons dans les conversations autour du cycle menstruel, de ses effets secondaires. Je dis, moi, je veux plus entendre « t'es énervé, t'as tes règles ». Ah non. Ça, c'est un truc, voilà. En plus, alors ça, c'est le truc que je réponds maintenant quand on me le dit, j'ai dit, je pense que si tu connaissais mieux le corps féminin, tu saurais que ce qui se passe pendant les règles, c'est que le taux d'œstrogène drop, et donc que le taux de testostérone, parce que les femmes, on a aussi de la testostérone, remonte. Donc si tu trouves que je suis une grosse connasse et puis que je suis agressive, c'est parce que c'est mon taux de testostérone qui est élevé, et donc en fait, je suis juste en train de me comporter comme un homme. Comme un mec. Ouais.
En général, ça les déjà, calme. au début, ils ne le croient pas, mais en général, ça les calme. Mais je trouve, voilà, c'est important, justement, normalisons le concept des règles dès le plus jeune âge pour les deux genres. Si vous êtes parent de jeunes garçons, éduquez vos fils à ne pas être dégoûtés par le sang menstruel. Tu peux être dégoûté par le sang, mais pas plus par le sang menstruel que par autre chose, quoi. Enfin, expliquez-leur que de la même manière qu'ils n'ont pas besoin d'avoir honte de leur corps de garçon, ils doivent aussi être bienveillants avec le corps des filles et ne pas faire en sorte qu'elles en aient honte. Moi, je me souviens, je suis sûre que tu t'en rappelles aussi, Mélo, le walk of shame quand tu étais gamine, enfin quand tu étais ado, pour aller changer ton tampon. Tu sais, en plus, c'est toujours les tampons, ils étaient grands comme ça, parce qu'il y avait l'applicateur et tout. Tu essayais de les cacher et tout. Puis les garçons étaient là, tu vas aux toilettes, t'as tes règles. T'as des règles. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui doit se faire à l'école, forcément, mais aussi à la maison. Je veux dire, maman, elle a ses règles, comme tout le monde. Bah ouais. C'est pas grave, c'est pas sale. C'est normal, c'est ça. Et je pense que c'est pas directement lié avec la contraception, mais en notant cette mystification autour du cycle féminin, je pense qu'on ouvre vraiment plus la porte à une communication ouverte autour du corps, du sexe et de la contraception. Ouais, c'est ça. Exact, ouais. Et puis après, ben voilà, vu qu'on parle de tout ça, ben c'est important de trouver un ou une bonne gynéco, hein. Il y a la parole qui s'est libérée autour des violences gynécologiques ces dernières années. Et puis voilà, il faut vraiment qu'on garde en tête qu'on peut changer de médecin si on ne se sent pas écouté. La contraception, c'est un sujet personnel et le suivi doit être personnalisé. Et puis en France, les sages-femmes, elles peuvent prescrire des contraceptifs. Donc, profitez-en. Ouais, tout à fait. Et en parlant gynéco-sage-femme, juste une parenthèse, faites vos visites régulières chez gynécologue. Faites vos autopalpations de la poitrine pour le risque de cancer du sein, etc. Allez regarder sur Internet, il y a des techniques illustrées. C'est mieux à faire dans les quelques premiers jours qui suivent la fin des règles. Donc vraiment, faites ça. C'est très, très important. Encouragez vos copines qui n'ont pas trop envie, qui n'aiment pas trop. C'est pas un super moment à passer, hein, on va pas se mentir. Moi, j'y vais pas forcément de gaieté de cœur, mais je trouve que c'est quand même vraiment important. Ouais, c'est quand même vraiment important de le faire. Et puis voilà, après au niveau de la fréquence, on en a discuté avant. Il y en a qui disent qu'il faut y aller toutes les années. Genre Martin Winkler, il dit que ça sert à rien d'aller toutes les années. On sait pas trop comment faire. Moi, je le vois vraiment dans le principe de... On en a parlé avant, ici aux États-Unis, pour les 5 clampins qu'on est, qui ont la chance d'avoir une assurance maladie, on est vachement encouragé à aller faire des tests, des check-up chaque année. Donc moi, je sais que chaque année, en janvier, je vais chez le médecin, il me prend ma tension, j'ai une prise de sang, ils me font mes analyses, etc. C'est vraiment ce côté préventif. Et en fait, moi, je vois la santé gynécologique de la même manière, en fait. Je vais une fois par année, je fais mon frottis, je fais mon examen des seins, et puis voilà. Et puis je comprends ce que veut dire Martin Winkler sur ce concept, que c'est aussi un moyen de contrôler le corps des femmes. Mais là, pour moi, personnellement, en l'occurrence, je trouve que c'est un contrôle qui est positif, parce que si ça permet de déceler des anomalies, de déceler des problèmes de santé assez tôt. Moi, personnellement, j'encourage tout le monde à y aller. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis sinon, on a aussi, il y a des listes de médecins LGBT-friendly ou des médecins qui font volontiers la ligature des trompes ou l'hystérectomie ou comme ça. Il y a un groupe Facebook. Si jamais ça vous intéresse, dites-nous, comme ça on pourra vous le passer. Et puis voilà, là tu sais bien. Et puis on a encore quelques sites internet qui sont intéressants. On va les mettre dans la barre, on va pas les citer tous comme ça, mais par exemple les sites de planning familiaux en Suisse, il y en a un par canton, donc il faut les trouver. On aime faire les choses simplement. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, on les mettra dans la barre des tâches, en commentaire. Ouais, voilà. Je crois qu'on a tout dit. J'aurais pu en parler encore pendant des heures et des heures. C'est si intéressant. Ouais, c'était cool. Je trouve que c'est vraiment un bon point de départ pour commencer à essayer de déconstruire tous ces mythes autour du corps, et puis de réaliser qu'en fait, on a le choix de pas prendre cette responsabilité sur nos épaules, quoi. Ou en tout cas, on a le choix d'essayer d'en parler et puis de commencer à essayer de faire bouger les choses. De faire bouger, ouais, exactement. Alors voilà, on se retrouvera le mois prochain en mai avec un épisode qui moi, me rend tout à fait guillerette. On va faire un épisode sur Top Chef et sur le sexisme et la misogynie en général, un petit peu dans le... Alors spécialement sur Top Chef, mais je sais que Mélo, toi tu veux aussi parler aussi de certaines autres émissions. De Koh-Lanta.
de Koh-Lanta, ouais, et un peu de, voilà, dans la télé-réalité. Ouais. Donc voilà, on se retrouve le premier mercredi du mois de mai pour un nouvel épisode. À Super, bientôt. bah merci beaucoup, puis à bientôt. Bye bye. Bye bye.